C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus dans ce journal et merci d'avoir choisi Amen Télévision pour vous informer. Débutons cette édition avec cette nouvelle. C'est aujourd'hui, mardi 15 juin, que l'apôtre Ngunz Makal a reçu les derniers hommages de sa famille au cours d'une cérémonie funèbre tenue à l'enceinte de l'hôpital du Cinquantenaire. Hommes et serviteurs de Dieu, fidèles du ministère Amen, étaient présents pour honorer la mémoire du père spirituel de l'apôtre Léopold Mutombo Kalo. Et quelques pasteurs et serviteurs de Dieu présents à ces obsèques se sont exprimés sur l'homme qu'a été l'apôtre Jean Ngunz Makal et l'impact qu'il a eu dans le mouvement des églises de réveil dans notre pays. Suivez. Personnellement, je suis d'abord venu pour apporter mon affection et mon amour à l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, qui est l'une des colonnes de l'église de ce pays. Et au travers de l'apôtre, de son témoignage, l'année passée, lors de son anniversaire, nous avons appris, nous qui ne connaissons pas beaucoup l'histoire, Ngunz, très proche du patriarche Adi Nabala. Et c'est une grande perte, mais nous savons que comme Psaume 89 dit, qui d'entre les hommes va vivre et ne pas voir la mort. Donc nous venons célébrer cet homme de Dieu, mais je suis venu surtout apporter mon affection et mon amour à notre Père, l'apôtre Léopold Mutombo. Bon, vous savez, dans chaque ville, il y a des colonnes de l'évangile. C'est vrai que chez nous, nous n'aimons pas reconnaître les mérites des autres. Je n'ai pas moi-même connu personnellement les patriarches Ngunz, mais quand je vois le fruit de ses entrailles spirituelles, en l'occurrence l'apôtre Léopold Mutombo, je présume qu'il s'agit d'un grand, car le chat n'engendre qu'un chat, on voudrait dire, et il en est de même d'un lion, et il était impensable qu'on ne puisse pas venir honorer cette grande personnalité dont la généalogie est en train de rendre la ville non seulement scintillante mais brasillante sur les plans spirituels. Bon, nous pouvons les considérer comme dans les actes des apôtres, après les apôtres, Adi Nabala et bien d'autres, on les a appelés le père de l'Église. Donc on peut les considérer comme cela. Donc vous pouvez simplement connaître sa grandeur engendrée. Cela veut dire l'apôtre Léopold Mutombo, général Soni et bien d'autres. Donc on peut bien savoir de quelle personne ils viennent. Donc ce n'était pas quelqu'un de petit, de très grand, un bon prédicateur, beaucoup d'humour, mais sévère. Il ne parlait pas derrière la case, il était direct. Et il nous a formés comme ça. Je crois que nous portons aussi quelques gemmes. Nous sommes des gens qui sont très directs dans ce que nous croyons. Un homme de conviction qui est avec Moussa Adi Nabala après l'église à Bongolo, et je me rappelle l'apôtre Mutombo et bien d'autres étaient des choristes dans son église, et nous y allons là-bas parce que c'était comme l'épicentre du réveil au niveau, n'est-ce pas, des Kalam. Donc je garde un très bon souvenir de lui. En bref, en image, sachez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, séjournant à Goma, a consacré la journée du lundi 14 juin à une visite de réconfort aux sinistrés du volcan Nyiragongo, accompagné de son épouse, la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi. Le président de la République a débuté sa tournée au pied du volcan dans le groupement de Kibati, d'où est partie la coulée des laves qui a décimé plusieurs habitations, constatant ainsi de ses propres yeux l'ampleur des dégâts. La deuxième étape de sa tournée, le chef de l'État s'est rendu au site de déplacés près du stade Kibati, où il a aussi visité l'hôpital mobile, qui est une réponse urgente aux besoins sanitaires de plus de 20 000 personnes réparties en 3 500 ménages sans logement. Après avoir échangé avec les sinistrés, le chef de l'État a annoncé les débuts de la construction par les équipes du génie militaire des maisons d'habitation sur l'espace aménagé près de l'hôpital mobile. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a reçu ce mardi en audience Lisa Peterson, envoyée spéciale des États-Unis sur les questions de droits de l'homme, de la démocratie et du travail. Cette dernière était accompagnée de l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer. Suivez.
So I am here as part of a human rights dialogue, and so we will. Je suis ici dans le cadre du dialogue relatif aux droits de l'homme. Et tout à l'heure, avec le Premier ministre, nous avons parlé des questions relatives à la redevabilité vis-à-vis des forces de l'ordre pendant cette période d'état de siège. Nous avons aussi parlé de la liberté d'expression, autrement dit de la liberté de presse. Nous avons aussi parlé de questions relatives à tout ce qui se passe à l'Est par rapport à l'état de siège, mais aussi à l'organisation des élections qui vont bientôt avoir lieu en 2023. Vous avez raison, c'est depuis quelques années que nous travaillons avec le gouvernement de la RDC, mais aussi avec l'appui de l'USAID, de sorte que nous parvenions à des solutions qui fassent avancer les choses. Ce sont des questions très compliquées qui nécessitent beaucoup de temps pour pouvoir leur trouver des solutions. Mais ce sont des questions qui nécessitent que nous continuions à les aborder parce que là, nous sommes en face d'une bonne foi, d'une bonne volonté du gouvernement que nous remarquons nous-mêmes. Et restons toujours à la primature où, après avoir échangé avec la délégation américaine, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a reçu l'ambassadeur du Royaume-Uni, Emily Maltman, avec qui il a abordé les questions liées à la santé, l'éducation, l'état des sièges et les réformes économiques, avant de recevoir l'ambassadeur de la Corée du Sud, avec qui il a longuement échangé sur la coopération bilatérale entre les deux pays. Suivez. J'ai échangé ce matin avec son Excellence le Premier ministre et nous avons abordé plusieurs sujets et surtout l'accompagnement du Royaume-Uni auprès du Congo. Nous avons parlé du soutien dans le secteur santé, surtout vu la troisième vague de Covid ici à Kinshasa, l'appui du Royaume-Uni pour améliorer le secteur santé en général, mais aussi l'encouragement de faire fin à cette épidémie. Surtout de lancer une campagne de vaccination ici en RDC. Et aussi, nous avons discuté du secteur éducation et notre appui, surtout pour augmenter le nombre des jeunes filles à l'école. Et aussi, bien sûr, le conflit à l'Est et la situation avec l'état de siège et l'appui du Royaume-Uni avec la MONUSCO et d'autres partenaires pour mettre fin au conflit à l'Est du pays. Et nous avons aussi échangé sur les réformes économiques et la priorité du Royaume-Uni cette année-ci avec la présidence du COP26, la conférence des parties sur le changement climatique qui va rassembler tous les pays du monde, parmi nous, j'espère, la RDC. Oui, bien sûr, c'est clair que les efforts du gouvernement avec l'état de siège à cibler les conflits à l'Est et c'est un nouveau effort de mettre fin au conflit. Mais c'est clair, ce n'est pas juste une question d'action militaire. Il faut aussi beaucoup d'efforts sur diminuer les tensions intercommunautaires, de rétablir l'état de droit et aussi de stabiliser les communautés et de développer cette partie du pays. Yes, with Mr. Prime Minister, I had an excellent discussion about. Avec le Premier ministre, j'ai eu une très bonne discussion en rapport avec l'état actuel de relations entre les deux pays. Le Premier ministre et moi-même, nous avons exprimé notre satisfaction en ce qui concerne le progrès de notre partenariat. Nous travaillons d'arrache-pied dans le contexte économique, politique, culturel et nous avons beaucoup de grands projets en cours. Et un des projets phares que nous avons réussi à réaliser, nous deux, c'est la construction du Musée national de la RDC. J'ai aussi partagé avec le Premier ministre l'information selon laquelle le gouvernement de la République de Corée a donné 300 000 $ de ressources pour soutenir les victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Il y a beaucoup de projets que nous soutenons pour le développement socio-économique dans ce pays. Et un des projets que nous sommes en train de travailler, un projet en cours, c'est la construction de l'usine de traitement d'eau à Lemba Imbu, et dont les travaux prendront fin le mois de mars l'année prochaine. Et cela offrira de l'eau potable à 150 000 ménages dans les environs. Et nous sommes aussi en train d'entreprendre beaucoup de projets communs dans d'autres provinces.
Et quittons la primature pour l'hôtel du gouvernement où la ministre de Mines Antoinette Ntsamba Kalambayi a reçu ce mardi 15 juin la délégation de la Confédération suisse dans son cabinet de travail. Au centre de l'échange, l'apport de la Suisse au gouvernement congolais dans les secteurs sécuritaires et respect des droits humains dans le domaine des mines. Suivez. La Confédération de Suisse avait accompagné le gouvernement congolais dans les secteurs de la sécurité et le respect des droits humains dans le secteur minier en République démocratique du Congo pour qu'il rejoigne le Ghana en cette matière. C'est ce qui ressort de l'audience accordée par la ministre des Mines Antoinette Ntsamba Kalambayi à Roger Denzer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel suisse en RDC. Après avoir présenté ses civilités, le diplomate suisse a fait part à la patronne des mines de l'intérêt que porte son pays dans ce secteur à travers les investissements du géant minier Glencore. Le diplomate a profité de cette occasion pour adresser une invitation à la ministre des Mines pour une activité qui sera organisée le 17 juin prochain dans l'enceinte de l'ambassade de Suisse à Kinshasa. Très ému, Antoinette Ntsamba Kalambayi a remercié l'ambassadeur suisse de son engagement et de l'intérêt que son pays accorde à la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans les secteurs miniers. La 21e édition de DRC Mining Week s'est tenue par vidéoconférence sous les thèmes « Rassurer les opérateurs économiques locaux et investisseurs internationaux sur la viabilité du secteur minier en République démocratique du Congo ». Intervenant à ces webinaires, la patronne de mines a mis l'accent sur la législation minière congolaise afin de rassurer les potentiels futurs partenaires du gouvernement congolais dans ces secteurs clés pour l'épanouissement de l'économie nationale. Suivez. À la 21e édition des DRC Mining Week, tenue par vidéoconférence sous le thème « Rassurer les opérateurs économiques locaux et les investisseurs internationaux sur la viabilité du secteur minier en RDC », la ministre de Mines, Antoinette Ntsamba Kalambayi, a axé son intervention sur la législation minière congolaise régie par le code minier tel que modifié et sur les opportunités d'investissement qu'offre la RDC dans les secteurs miniers. Elle a salué l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la paix et l'amélioration du climat d'affaires, particulièrement dans les secteurs miniers, et le Premier ministre pour sa mise en œuvre. Point n'est besoin de rappeler qu'à ce jour, le secteur minier est régi par la loi portant code minier tel que modifié et complété et ses mesures d'application portant règlement minier, sans oublier divers arrêtés interministériels et ministériels pris en exécution de ces deux textes juridiques. Il en résulte que la loi qui régit le secteur minier congolais est l'émanation de nous tous. Ces instruments juridiques offrent aux investisseurs miniers, locaux et internationaux les avantages en ce qu'ils renferment des dispositions attractives du fait de l'instauration des procédures rapides, objectives et transparente dans le processus de demande d'octroi ou de renouvellement des droits miniers et ou des carrières, outre le fait qu'il a mis en place un régime fiscal, douanier et d'échange compétitif et spécifique au secteur minier. La ministre de Mines, Antoinette Ntsamba Kalambayi, a profité de l'occasion pour présenter la politique de son ministère qui repose sur la certification de réserves minérales, la valorisation des actifs miniers, la lutte contre la fraude minière, l'éradication du travail des enfants et des femmes enceintes dans les zones d'exploitation minière artisanale, ainsi que l'augmentation de valeur ajoutée de produits miniers. Ouvrons la page internationale dans ce journal. C'est depuis le lundi dernier que Benjamin Netanyahou n'est plus Premier ministre israélien. Il a dû céder son siège à Naftali Bennett après 12 ans de règne sans interruption. Quel bilan sécuritaire garde-t-on du leader du Likoud durant ces années de règne au pouvoir? Suivez cet élément que nous propose i24 News. C'est sans doute l'image que le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, voudra que l'on garde de lui. L'image de monsieur sécuritaire. Et pourtant, lui, le sécuritaire, se montre davantage pragmatique que va-t-en-guerre et agit lorsqu'il n'en a plus le choix, du moins sur la scène gazaoui. 27 décembre 2008, alors chef de l'opposition, au cœur de l'opération Plomb durci, il annonce être le seul à ramener le calme dans Gaza.
Il prend la tête du gouvernement le 31 mars 2009. 3 ans plus tard, il doit gérer sa première guerre à Gaza, opération pilier de défense. 7 jours de combat, le Hamas est touché, affaibli, mais loin, très loin d'être dissuadé. La preuve, 2 ans et demi plus tard, le Hamas frappe, à nouveau. Enlèvement et assassinat de 3 adolescents dans les territoires. Israël lance l'opération Bordure Protectrice. Des dizaines de soldats morts sur le champ de bataille, 2 kidnappés, Oron Shaul et Hadar Goldin, toujours entre les mains du Hamas. Entre-temps, Netanyahou opte pour une stratégie plus ferme contre l'Iran et contre ses lieutenants. Il part seul combattre l'accord nucléaire au Congrès américain. Une lutte qui passe aussi par l'élimination d'ingénieurs nucléaires iraniens par le Mossad, selon des sources étrangères. Une guerre de l'ombre mise en lumière par Netanyahou lui-même en juillet 2018. Quelques mois plus tôt, plus d'une demi-tonne d'archives du programme nucléaire iranien étaient dérobées en plein cœur de Téhéran. La guerre contre l'Iran, c'est également ces centaines de frappes de l'armée de l'air pour empêcher que la Syrie ne devienne un Liban numéro 2. Il sera reproché d'ailleurs à Benjamin Netanyahou de rompre avec la politique d'ambiguïté. Reproche aussi contre sa politique pragmatique en pleine intifada des couteaux. Le Premier ministre cède sous la pression des Jordaniens et renonce au portique de sécurité à l'entrée du mont du Temple à Jérusalem, après une attaque mortelle à l'arme de poing contre 2 policiers. Plus de 12 ans consécutifs passés à la tête du gouvernement, conclus par une opération gardien du mur contre un Hamas, qui aura réussi à transformer une guerre idéologique en guerre de religion, y compris à l'intérieur du territoire israélien. 2009-2021, le règne sécuritaire de Benjamin Netanyahou restera pour autant l'une des décennies les moins meurtrières de l'histoire du pays. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.